Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Toulouse avec Jocelyn. Bonjour Jocelyn, ça me fait toujours très plaisir de te retrouver, de passer un moment ensemble. Bonjour, à moi aussi, très de plaisir. La dernière fois c'était à Biarritz, mais avec Jocelyn on se croise très souvent parce qu'on interviewe des personnes, on a des intervenants qui sont en commun. Oui, on est sur les mêmes événements, hein, c'est normal, c'est là où ça se passe. Oui. C'est là où les choses se passent, donc il faut être là. Sauf que toi t'es toulousain, alors là t'es dans ta ville. Exactement, là je suis chez moi. Ancien parisien. Oui, repenti. Donc tu es un journaliste plus du côté scientifique. Toi ça t'intéresse, c'est d'obtenir vraiment les preuves, c'est dans le concret, c'est dans... Ouais, je vais pas forcément à la recherche des preuves parce que la preuve c'est un concept un peu piégé. Mais oui, j'essaye d'apporter des éléments tangibles, disons, pour conforter cette nouvelle vision du monde en fait qui émerge, quoi. Donc sur des phénomènes comme la voyance, comme les états modifiés de conscience, j'essaye d'apporter des éléments un peu concrets pour que les gens sentent que c'est tangible, quoi, qu'il y a une réalité derrière ça qui est vraiment palpable, quoi. Ouais. Et de faire aussi certainement, je suppose, la différence entre ce qui fonctionne et d'autres choses qui sont peut-être un peu faussées aussi, parce qu'il y a des gens qui surfent aussi sur des opportunités. Là, on parle de voyance parce que c'est le titre de ton dernier livre, de la collection de Stéphane Alix. Enfin, c'est Stéphane Alix en tout cas qui présente ce livre, on peut dire. Mais là, c'est la voyance, c'est quand même un gros sujet. Il y a un gros business autour de la voyance. Tu as utilisé voyance plutôt que médiumnité d'ailleurs. Pourquoi? Comment tu vois la voyance? Comment tu définis la voyance? Alors la voyance, c'est la capacité pour un sujet, donc un voyant, à accéder à des informations sur une personne qui concerne son passé, son présent, voire son futur, à partir de moyens donc, qui sont inconnus, hein, qui sont des moyens non sensoriels. Donc on est dans la perception extrasensorielle, et c'est vrai que du coup ça ouvre la porte à des manipulations, hein. On sait que dans la voyance, on a aussi beaucoup de charlatans. Il y a un gros business aussi qui se développe autour de la voyance sur Internet, ou par audiotel, ou par ce genre de choses. Donc c'est vrai que dans mon bouquin, d'ailleurs, j'ai incorporé des conseils qui viennent des voyants eux-mêmes, et de consultants aussi, pour ne pas justement tomber dans ces pièges-là, ne pas devenir accro, ne pas devenir addict. Les voyants eux-mêmes, hein, les voyants sérieux disent il ne faut pas consulter plus d'une fois par mois, et si vous avez une réponse à une question importante, il ne faut pas consulter plus d'une fois par an. Enfin, tu vois, eux-mêmes disent qu'effectivement il y a un danger de devenir accro, addict, et puis et avec les conséquences financières qu'on imagine. Donc aujourd'hui, moi justement, le but de mon travail, c'est de montrer que la voyance c'est une réalité, c'est pas une science exacte, ça permet d'avoir des informations qui sont plus de l'ordre d'un enseignement pour avancer sur un chemin qui est pour moi un chemin initiatique. C'est-à-dire que la voyance c'est vraiment une voie initiatique pour moi. Notamment quand on parle de tarot et ce genre de choses. Mais je veux montrer qu'il y a cette réalité, et qu'effectivement, à côté de ça, il y a aussi des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, qui sont les pièges liés au développement personnel en général aussi, hein. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à profiter de la crédulité des gens, parce qu'on est un peu tous déstabilisés à cette période de notre existence, et on cherche des nouvelles voies, et donc on est susceptible de tomber dans des pièges, ça c'est sûr. Comment alors voir que c'est un bon ou un mauvais médium? Parce que des fois on le sait tout de suite. Je veux dire clairement, quand on commence à nous annoncer ah oui vous êtes en couple alors que t'es pas en couple, vous vivez dans un appartement alors que tu vis dans une maison, tu te dis bon, moi franchement je prends mes clics et mes claques et je pars quand j'entends ça. Parce qu'en plus c'est une relation, non? Tu as regardé cet aspect-là de relation entre la personne le voyant lui-même et le oui. Entre le consultant et le voyant, oui, bien sûr, ça se joue à un niveau intime de perception. Et les voyants disent que les voyants sérieux auxquels je donne la parole dans le livre, comme Maud Christen, Esmeralda Bernard ou Guy Angéli, il y a des hommes aussi, hein, Pierre Jonas, ces gens-là disent qu'un voyant doit commencer par donner des informations sur plutôt le passé de la personne pour essayer de justement montrer que alors un vrai voyant commence par dire des choses sans que le consultant ne parle, si possible, tu vois. Un vrai voyant va te dire pendant les 10 premières minutes c'est moi qui parle, et la personne n'a même pas à acquiescer ou pas, si tu veux. Effectivement, si les voyants se comportent comme ça, appliquent ce genre de règles, ça donne quand même une certaine marge de sécurité. Donc si on te dit des choses authentiques sur ton passé, sur ton présent, sur ton état d'esprit, des choses qui résonnent vraiment très fort, on peut imaginer que peut-être des informations sont susceptibles aussi d'arriver sur le futur, et qui seront aussi pertinentes finalement. Mais il faut d'abord effectivement prendre quelques garanties, quoi. Alors il y a des techniques, hein, que j'évoque dans le bouquin aussi, qu'on appelle la lecture froide, ce genre de choses. Il y a des voyants qui sont très psychologues, qui sont capables de voir chez le consultant des acquiescements, le fait de dire oui à des choses inconsciemment par le corps, tu vois, par le regard, par les yeux. Donc ces choses-là, elles sont connues depuis longtemps, hein. Et c'est vrai qu'en tant que consultant, il faut se méfier de ça, et dans un premier temps, autant que possible, ne rien dire.
ne rien dire du tout, et voir ce que le voyant perçoit de nous, et voir si ça résonne ou pas, s'il est à côté de la plaque, ou s'il est pile sur la problématique. Pourquoi tu dis que tu as parlé de grands voyants tout à l'heure, pourquoi tu les mets dans cette catégorie-là? Alors je dis grands voyants parce que je parle de gens qui sont connus, en fait, qui ont une réputation, et c'est vrai que la réputation des voyants, elle se fait par le bouche à oreille essentiellement, hein. Les gens conseillent à leurs proches d'aller voir tel ou tel voyant parce que justement sa réputation est faite, elle est fiable parce qu'il y a eu des choses fortes qui ont été prédites, qui ont été dites. Mais maintenant les voyants reconnaissent tous eux-mêmes qu'ils ont une marge d'erreur importante. Ils voient pas, encore une fois, c'est pas une science exacte, on voit pas l'avenir tel qu'il est, on voit l'avenir tel qu'il est potentiellement, on voit aussi l'avenir tel qu'il est peut-être souhaité, désiré par l'inconscient du consultant. Donc est-ce que le voyant accède à l'inconscient de la personne ou est-ce qu'il accède à une dimension réellement transpersonnelle? C'est des questions qui restent ouvertes, mais c'est vrai qu'il y a des cas où les voyants peuvent percevoir des désirs, des souhaits inconscients du consultant, et c'est difficile pour le voyant lui-même de savoir si c'est un futur potentiel ou si c'est lié à ses désirs et à ses peurs, quoi. J'en avais parlé déjà dans l'intuition et sixième sens. L'intuition, il faut se méfier de ses vraies intuitions et de ses désirs et de ses peurs, en fait, parce qu'on est pollué par tout ça. Et la voyance, c'est pareil. Pour le voyant, c'est très difficile de faire le tri. Voilà, donc ce que j'appelle grands voyants sont des gens qui ont une réputation, qui ont déjà une réputation établie, quoi. Ce qui est fascinant, c'est qu'on peut consulter plusieurs voyants et avoir des réponses complètement différentes. Et après, peut-être qu'on va entendre la réponse qu'on avait envie d'avoir avec un, et il va y avoir un certain lien. C'est possible qu'on cherche aussi à se conforter dans certaines idées qu'on a, dans certains désirs, encore une fois, des voies d'évolution personnelle, et qu'on aille consulter jusqu'à ce qu'on nous dise oui, c'est ça, vous avez raison, vous êtes sur le bon truc. Un voyant, une voyante comme Maud Christen dira que le voyant doit avoir l'honnêteté de dire la vérité à son consultant, même si ça lui déplaît, en l'occurrence. Il ne faut pas chercher à transformer la réalité, parce que ça va forcément pas rendre service à la personne, quoi. Et certains ne parlent pas des choses négatives, d'autres le font. Il y a des voyants qui s'interdisent de dire des choses éventuellement négatives parce que ça peut être très dramatique, et en plus ils sont pas sûrs à 100% de ce qu'ils voient non plus. S'ils voient une maladie, s'ils voient un décès, quelque chose de très grave, il faut prendre beaucoup de précautions pour annoncer ça, bien entendu. Bon, après c'est leur vécu aussi à eux, leur façon de travailler qui fait la différence, en fait. Est-ce qu'on peut réellement se poser la question, est-ce que ça influence pas la personne justement dans son vécu après, le fait, l'information qu'on va recevoir? Est-ce que c'est pas justement, on parlait ensemble des fois de loi de l'attraction ou de la pensée, le pouvoir de la pensée, quel est l'impact de telles conversations dans nos vies? C'est clair, moi je me suis beaucoup intéressé à la voyance, j'avais écrit un premier livre il y a quelques années, il y a 10 ans, sur la voyance, mais j'ai jamais consulté une voyante, par exemple, tu vois, j'ai interviewé beaucoup de voyants, mais jamais je leur ai demandé des choses pour moi, parce qu'effectivement il y a ce biais que tu évoques qui s'appelle la prophétie autoréalisatrice, qui fait que ce que va te dire le voyant, la voyante, tu vas vouloir que ça se réalise, et d'une certaine manière ça va transformer ton comportement pour que ce qu'il t'a dit, par exemple, si on te dit que tu vas rencontrer une belle grande femme blonde, peut-être tu vas te mettre à regarder en tant qu'homme, à regarder les femmes différemment, parce que justement on t'aura fait cette espèce de prédiction là, donc ça te biaise, c'est un biais, donc on appelle ça la prophétie autoréalisatrice, parce qu'on va modifier potentiellement son comportement, en tout cas son attitude, son attention, pour faire en sorte que cette prédiction se réalise éventuellement, si on la souhaite en l'occurrence. Donc c'est toute la difficulté, effectivement. Moi je parle de la voyance dans le livre comme vraiment d'une voie initiatique, en fait, et surtout grâce à des supports comme le tarot. Je me suis plongé dans les racines un peu alchimiques, ésotériques du tarot, tu vois, et aussi je me suis intéressé au Yiking, qui est un mode de divination donc chinois, qui vient du taoïsme, etc., qui a des racines très 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 anciennes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces techniques-là apportent des informations différentes, en fait, pour le consultant. Et justement, il y a eu une expérience qui a été faite où on a proposé à des consultants de poser une même question selon donc de poser la même question à trois voyants différents, un travaillant avec le tarot, l'autre avec le Yiking et l'autre en voyance pure, comme on dit, c'est-à-dire sans support. Et c'est intéressant parce que les gens qui ont fait ça, c'était pour un livre aussi que je cite, hein. Ils montrent que en fait ces trois supports-là apportent des réponses différentes, mais pas au niveau du fond, du sens vraiment, mais au niveau de la présentation, en fait, de la problématique à laquelle ça répond. Alors le tarot, en l'occurrence, va mettre en évidence la dimension inconsciente
des attentes du consultant, de son parcours, de son passé, de tout ce qui peut être éventuellement des choses très très lourdes sur lesquelles il doit travailler. Tu vois, le tarot fait apparaître cette dimension vraiment inconsciente de la psyché du consultant, alors que le Yi-King, par exemple, comme c'est basé sur un mode de relation au temps qui est complètement différent, parce que le temps dans le taoïsme et dans la tradition spirituelle chinoise est complètement différent du temps linéaire que nous on conçoit. Et donc le Yi-King, lui, il fait une trouée dans le présent. C'est-à-dire qu'il donne toutes les potentialités de l'instant présent. Et on a des milliards. Alors on n'est pas dans la notion de prédiction du futur, on est dans la notion de quelles sont les opportunités du présent et maintenant. Et donc le Yi-King, comme ils disent les spécialistes de ça, effectue une espèce de trouée dans l'espace-temps et révèle toutes les dimensions possibles de l'instant présent. Donc il y a aussi cet aspect qu'on peut raccrocher à la dimension inconsciente aussi de ce que vit le consultant, tu vois. Mais c'est sensiblement différent, il y a une subtile différence. Et le troisième support, qui est la voyance pure, en quelque sorte réconcilie un peu les deux. C'est-à-dire que le voyant va percevoir des choses aussi sur la vie psychique inconsciente du consultant et est capable aussi de lui dire des choses sur les opportunités du moment présent, si tu veux. Et en même temps, éventuellement, un voyant va avoir des flashs, comme on dit, des perceptions d'événements futurs ou de cheminements futurs en tout cas. Et donc le voyant réconcilie un petit peu ces trois dimensions-là. Mais pourquoi tu n'as pas utilisé le mot médium? Médium, c'est encore autre chose? La médiumnité, au sens où moi je l'entends, après c'est vrai, c'est des questions de définition. Les médiums sont plus des gens qui se mettent en relation avec des esprits, entre guillemets, donc ou des âmes, des incarnés. Et la médiumnité, la voyance au sens de médiumnité, ça va plus être une voyance avec support d'une communication avec une entité quelconque, qui peut être un esprit, qui peut être quoi que ce soit. Alors il y a des médiums, il y a des voyants qui font référence à ça, qui disent que c'est comme ça que je travaille, effectivement, l'information me vient d'esprit. Et puis d'autres qui disent pas du tout, ça me vient naturellement d'un champ d'information qui est là, si tu veux, qu'ils ne feront pas intervenir la notion d'entité. La médiumnité, c'est plus lié au fait d'entrer en contact avec un esprit, si tu veux. Ouais. Au mois de mai, tu as fait tout un dossier dans Nexus sur le troisième œil. Parle-nous de ça, le troisième œil, la voyance, quel est le lien ? C'est un des chapitres de mon livre parce que l'ouverture du troisième œil, c'est quelque chose qui est très présent dans les traditions de l'hindouisme, du taoïsme notamment, donc du bouddhisme, et c'est lié à la clairvoyance. Pour les bouddhistes, pour les hindouistes, donc le troisième œil s'ouvre et permet justement ces fonctions de clairvoyance. Et la clairvoyance, c'est voir ce qui est invisible, c'est pour les sens. Hein, donc voir les énergies, voir les êtres de la nature, les énergies de la nature, etc. Et éventuellement au-delà de ça même. Et ce que j'ai voulu montrer, donc, et c'est pour ça que j'ai fait un dossier aussi dans le Nexus sur le troisième œil, c'est qu'en fait on a de plus en plus de jeunes, des jeunes gens qui vivent à la suite de crises existentielles, qui peuvent être des maladies, qui peuvent être des crises plutôt psychologiques, qui vivent une ouverture sauvage du troisième œil et qui d'un seul coup se mettent à percevoir le monde autour d'eux complètement différemment parce qu'ils perçoivent les énergies autour d'eux, ils se perçoivent eux-mêmes comme étant complètement imprégnés dans ce flot d'énergie, n'étant plus séparés des choses autour d'eux. Alors après, ce sont des perceptions qui passent aussi, hein, c'est pas forcément permanent si tu veux, mais ces gens-là ont d'un seul coup cette espèce d'ouverture comme ça sur une perception du monde qui est complètement différente. Un peu comme des gens qui prendraient de l'acide ou du LSD, je suppose, peut-être voir. Oui, ça se rapproche ou pas? Dans ces cas-là, je crois qu'il n'y a pas de contrôle, c'est surtout ça. Quand tu prends de la drogue, tu es largement dépendant, soumis en fait aux produits que tu ingères, alors que là, ça se fait complètement naturellement. Mais pour le coup, c'est très déstabilisant aussi. Hein. Tu as des gens, parce qu'on parle de montée de Kundalini, quand on parle d'ouverture du troisième œil, c'est des choses qui peuvent t'envoyer à l'hôpital psychiatrique quand même, parce qu'il faut que ça soit intégré derrière, et c'est extrêmement violent. Et bon, voilà, pour le bouquin, et je les ai utilisés aussi, donc ces témoignages pour l'article de Nexus, j'ai rencontré des jeunes gens qui soudainement comme ça se sont mis à percevoir les choses d'une manière complètement différente de la veille, quoi. Après un traumatisme, après une douleur, après un accident, après une maladie, après une dépression, enfin tu vois, des choses comme ça, souvent après un facteur de crise, quoi, un facteur de crise important. Et cette ouverture du troisième œil, il est attesté dans les traditions dont on parlait que c'est lié effectivement aux fonctions de clairvoyance et que c'est un but à acquérir justement pour voir au-delà du visible, mais ce n'est qu'une étape, parce que je montre dans mon dossier pour Nexus, d'après les interlocuteurs que j'ai eus, que l'ouverture du troisième œil est liée à l'activité de la glande pituitaire, qu'on appelle hypophyse. Et on parle beaucoup en fait de la glande pinéale dans la tradition du troisième œil. Or, la glande pinéale
qui est l'épiphyse, est associé au chakra couronne. Et donc, autant le troisième œil, c'est l'œil de l'esprit, c'est-à-dire qu'il permet l'éveil de l'esprit, autant le chakra couronne, lui, c'est l'éveil de la conscience. Et donc, j'ai rencontré des interlocuteurs qui m'ont distingué clairement les deux niveaux, en disant, effectivement, la clairvoyance, l'ouverture du troisième œil, permet de voir des choses qui sont dans le domaine encore terrestre, c'est-à-dire des énergies de la terre, des énergies de la nature, etc. Alors que le chakra coronal, et donc l'activité de la glande pinéale, est liée à des perceptions qui sont au-delà du monde terrestre, en l'occurrence des communications avec des entités extraterrestres, avec des énergies qui sont cosmiques, tu vois, qui vont bien au-delà de ce qu'on peut ressentir ici, quoi. Une dernière petite question sur ce que tu as appelé les applications modernes de tout ça, c'est-à-dire peut-être le gouvernement utilise des techniques comme ça. Oui, j'en parle aussi parce qu'on a beaucoup parlé de vision à distance, et à une époque il y a eu un programme aux États-Unis célèbre d'espionnage psychique, en fait, qui reposait là-dessus. C'était pendant la guerre froide, hein. Donc là, il y a des données, si tu veux, qui ont été déclassifiées. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu un gros programme qui a coûté des millions de dollars pendant des années aux contribuables américains, qui consistait à utiliser les talents de voyants qu'on appelait des espions psychiques, en fait, des remote viewers, qui faisaient donc de la vision à distance, de remote viewing. Et ça a duré pendant des années. Ils ont eu des résultats incroyables, si tu veux, mais qui n'étaient pas suffisamment contrôlables pour que ça soit effectivement exploitable dans un contexte de guerre froide, d'espionnage, etc. Mais bon, comme le programme a duré plus d'une quinzaine d'années, c'est évident qu'ils ont eu des résultats. Donc c'était à la fois un programme militaire et civil en parallèle, qui était à viser donc, avec des applications directes en termes d'espionnage, mais aussi avec une visée de recherche, c'est-à-dire d'obtenir des données pour derrière avoir des informations quand même de nature scientifique, quoi. Et du coup, ce programme-là a permis de recueillir des données, et on a des documents qui montrent que les voyants étaient capables de percevoir des sites à distance, simplement en ayant des coordonnées géographiques, quoi, et qu'ils étaient capables de donner des détails sur ces sites-là. Ce qui est fantastique avec la voyance, c'est qu'on dirait que y a des personnes qui font appel à ça dans tous les domaines, dans tous les niveaux de vie, si on peut dire, ou tout type d'activité, voire même politique, hein, et on n'en parle pas, ou c'est mal vu, et pourtant il y a tellement de personnes qui vont consulter. Bien sûr, à la fois des voyants et des astrologues d'ailleurs, parce que l'astrologie a aussi une influence importante, notamment sur la politique et tout ça. C'est vrai que c'est pas encore tellement accepté, mais le fait est que ces pratiques-là n'ont pas disparu. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, ou en tout cas toujours autant, qui consultent des voyants, parce que nécessairement ils obtiennent des informations qui sont utiles pour eux. Et pour moi, le fond du problème, c'est que ces informations-là, elles leur permettent d'avancer sur leur chemin de vie. C'est pour ça que j'insiste sur l'aspect initiatique de ce que tu peux obtenir comme information des différents modes de voyance, avec support, sans support, etc. Ce sont des choses sur lesquelles il faut exercer ensuite son libre arbitre. Ce ne sont pas des informations à prendre nécessairement au pied de la lettre. Ce sont des choses sur lesquelles il faut réfléchir et les intégrer, voir comment ça résonne avec son intuition, avec sa vie inconsciente, etc. Et avant tout, voilà, exercer son libre arbitre surtout. C'est le plus important pour garder sa liberté. Et je pense que ça fait partie effectivement de ce qui nous permet de cheminer sur une voie d'existence qui est une voie initiatique, qu'on le veuille ou non, quoi. On est là pour apprendre pourquoi on est là. Donc, oui, et pas tomber dedans complètement, une fois de plus, que ce soit une fois par an ou quelque chose, et pas forcément, des fois ça devient des amis, hein, ces voyants, et ensuite ils nous connaissent aussi, donc ça aussi ça peut... Ça peut être un plus, hein. Il y a des aspects psychologiques qui peuvent oui, le lien fort avec le voyant, ça peut permettre effectivement d'aller plus loin dans la consultation, certainement. Mais ou justement d'être trop influencé, c'est ça le truc aussi. Voilà, ne pas devenir dépendant. Ne pas devenir dépendant, c'est la clé, et c'est un conseil de bon sens, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Merci Jocelyn. Merci à toi Lilou. Plein de gros bisous à vous, des co-créateurs. J'espère que vous avez adoré cette interview. Moi je l'ai trouvée passionnante, hein. Merci beaucoup. La voyance, c'est bien d'avoir écrit un livre là-dessus. Merci. Au revoir.